La Cinquième République, de la République gaullienne à la cohabitation. Dans le premier chapitre, nous avons vu de quelle manière la République s'était reconstruite après la fin de la Seconde Guerre mondiale, en donnant naissance à la Quatrième République. Ce nouveau régime, par contre, ne parvient pas à survivre à des crises successives. Il est alors remplacé par de nouvelles institutions sous l'égide du général de Gaulle. Comment les institutions et les pratiques politiques se transforment-elles sous la Cinquième République ? Afin de tenter de répondre à cette question, nous adopterons un plan en 3 parties. Dans un premier temps, nous verrons de quelle manière la Quatrième République disparaît. Puis nous verrons les années gaulliennes, pour terminer sur l'évolution des institutions. Nous déborderons alors du programme pour aller jusqu'à nos jours. Grand 1, la fin de la Quatrième République. Grand 1, la fin de la Quatrième République. Pour bien comprendre les soucis que traverse la Quatrième République, il faut tout d'abord rappeler de quelle manière fonctionne un système parlementaire. Le pouvoir législatif, c'est-à-dire le pouvoir d'adopter les lois, est détenu par les députés de l'Assemblée nationale, élus pour 5 ans au suffrage universel direct. Le pouvoir exécutif, quant à lui, est entre les mains du président du Conseil, qui est nommé par le président et investi par l'Assemblée nationale. Il a pour mission de mener la politique et de diriger le gouvernement. Dans un régime parlementaire, le chef du gouvernement doit être du même parti politique que le parti majoritaire à l'Assemblée. Et si aucun parti n'obtient la majorité absolue, pour gouverner seul, il doit faire des alliances avec un parti qui partage certaines de ses idées afin de former une coalition et ainsi gouverner. La Quatrième République possède un président de la République. Si on va un peu vite, on peut dire qu'il ne possède aucun pouvoir et uniquement des fonctions de représentation et qu'il est le garant des institutions. Autre point qu'il faut impérativement mentionner ici, avec les législatures qui se succèdent, on remarque un éclatement politique très fort. Avec un monde politique qui s'émiette petit à petit. Cet émiettement rend plus difficile la formation de coalitions stables et durables. Dès lors, un problème de taille peut survenir, un sujet majeur qui divise profondément la coalition sur la politique à tenir. Mais laissons ça de côté, on y reviendra. Sous le régime de la Quatrième République, les électeurs votent pour une liste partisane de 500 noms. Après un dépouillement, le nombre de sièges à l'Assemblée est réparti en fonction du nombre de votes pour la liste de tel ou tel parti. Un parti qui recueille 10% du suffrage obtient mécaniquement 50 sièges. Les 50 personnes du début de la liste sont élues et deviennent députés. Ainsi, lors du scrutin de 1946, les 3 premiers partis qui arrivent en tête sont le MRP, le parti gaulliste, la SFIO, le parti socialiste aujourd'hui, et le PCF, le parti communiste français. Le MRP, le parti gaulliste, est crédité de 28,33% des voix et obtient ainsi 166 sièges. Le parti communiste arrive deuxième et obtient 153 sièges. Alors que la SFIO, avec 21,84%, peut revendiquer 128 sièges. En 1946, lors du premier scrutin de la Quatrième République, aucun parti politique ne peut gouverner seul. Aucun parti n'obtient plus de la moitié des suffrages. Pour gouverner, le parti arrivé en tête doit organiser une alliance avec d'autres afin d'obtenir l'investiture de l'Assemblée nationale. Le scrutin proportionnel a comme tout système des avantages et des inconvénients. Tout d'abord les avantages. Il permet une représentation très proche de ce que pensent les électeurs. Toutes les sensibilités politiques peuvent ainsi s'exprimer. Il oblige les partis à discuter les uns avec les autres pour trouver des alliances et des idées communes. Les inconvénients sont nombreux. Les majorités peuvent éclater rapidement, donnant naissance à l'instabilité ministérielle, ou la valse des ministères. Les petits partis, qui représentent peu d'électeurs, mais qui mènent des politiques d'alliance, ont un rôle majeur. Petit 2, les événements d'Algérie. Pour rappel, Grand 2, la République gaullienne, 1958-1969. Petit 1, la Constitution de la Cinquième République. Le pouvoir législatif appartient à l'Assemblée nationale et au Sénat. Il forme le Parlement. L'Assemblée nationale, élue par les citoyens, a aussi comme mission de contrôler le gouvernement. On dit que le gouvernement est responsable devant l'Assemblée. Le Parlement peut, sous certaines conditions, renverser le gouvernement. Le gouvernement est dirigé par le Premier ministre, qui détermine et conduit la politique du pays. Il peut compter sur une majorité stable de l'Assemblée.
Cette nouvelle constitution donne par contre plus de pouvoir au président de la République qui devient le véritable chef de l'exécutif, avec des pouvoirs de décision étendus. Élu pour 7 ans, il est le chef de l'armée, il peut organiser des référendums et dissoudre l'Assemblée. Prendre des mesures exceptionnelles pour faire face à des menaces graves, grâce entre autres à l'article 16. En 1962, De Gaulle recourt à un référendum pour changer le mode d'élection du président qui est élu au suffrage universel direct. L'élection présidentielle devient alors la rencontre d'un homme avec son peuple. Sous le régime de la Ve République, les électeurs ne votent plus pour une liste partisane, mais pour un candidat unique dans sa circonscription. La France se retrouve divisée en 577 circonscriptions. Voici les circonscriptions des Alpes-Maritimes. Chaque petit bout de territoire représente un nombre équivalent d'électeurs. Ainsi, le combat électoral n'est plus tout à fait national, et chaque circonscription voit le duel entre plusieurs candidats soutenus par des partis. Après le dépouillement, les sièges à l'Assemblée sont attribués au candidat arrivé en tête, au terme de 2 tours d'élection, et en fonction de sa couleur politique, s'inscrit dans un des grands groupes. On compte en général entre 4 et 5 groupes à l'Assemblée. Lors des élections de 1958, les candidats gaullistes sont favorisés et obtiennent la majorité à l'Assemblée nationale, fournissent à celui-ci la légitimité électorale pour gouverner. Ce type de scrutin favorise les grands partis, capables de fédérer et de présenter des candidats dans toutes les circonscriptions. Le chef du gouvernement peut, dès lors, s'appuyer sur une majorité solide qui ne risque pas de chanceler. Le scrutin majoritaire à 2 tours a, comme tout système, des avantages et des inconvénients. Tout d'abord, les avantages. Il favorise les grands partis qui deviennent le moyen le plus efficace d'exercer le pouvoir. Les députés élus sont encouragés à avoir des liens forts avec leur circonscription en y maintenant une permanence. Ils deviennent un porte-voix pour certaines revendications. Les inconvénients sont nombreux. Les majorités étant stables, il existe peu d'encouragement à chercher un consensus pour travailler ensemble. On dit que la vie politique se bipolarise. La représentation électorale fait la part belle aux personnalités politiques et aux partis puissants et bien implantés. Les petits partis ne sont presque jamais représentés à l'Assemblée nationale. Petit 2, une politique de grandeur pour la France. En 1959, De Gaulle se prononce pour la résolution du conflit algérien par l'autodétermination et commence à négocier l'indépendance. En 1960, les colonies d'Afrique noire obtiennent l'indépendance. En mars 1962, c'est l'Algérie qui gagne son indépendance grâce aux accords d'Évian. Dès lors, près d'1 million de Français d'Algérie et de Harki rejoignent la métropole. De Gaulle dote la France de l'arme nucléaire. Il mène une politique d'indépendance des États-Unis et quitte le commandement intégré de l'OTAN. Petit 3, la crise de 1968. En mai 1968, la jeunesse étudiante provoque des grèves. Il s'agit d'un mouvement de révolte spontanée, anti-autoritaire, de nature à la fois culturelle, sociale et politique, dirigé contre le capitalisme, le consumérisme, l'impérialisme américain et plus immédiatement contre le pouvoir gaulliste en place. Les étudiants sont rapidement rejoints par les ouvriers, ce qui bloque la France pendant près d'1 mois. Il s'agit du plus important mouvement social du XXe siècle en France. De Gaulle reprend, à la fin du mois de mai, la main et fait redémarrer la France en annonçant de nouvelles élections, qui voient la victoire de son parti. Il est relégitimé. En avril 1969, il provoque une consultation sur le renforcement du pouvoir des régions. Il perd et démissionne. Grand 3, des institutions qui s'adaptent. Petit 1, la continuité, les successeurs de Gaulle. Georges Pompidou, son Premier ministre, gagne les élections qui suivent. Il adopte les mêmes positions que De Gaulle sur un grand nombre de sujets, mais se montre plus européen. En 1974, à la suite de la mort brutale de Georges Pompidou, le candidat de la droite non-gaulliste, Valéry Giscard d'Estaing, remporte l'élection présidentielle. Ces présidents de droite se montrent les héritiers du gaullisme et ne remettent pas en cause ni en question les institutions en place. Petit 2, l'alternance. En 1981, le candidat de la gauche, François Mitterrand, remporte l'élection et devient le premier président de gauche de la Ve République. C'est l'alternance. François Mitterrand obtient en juin 1981, pour la première fois, la majorité aux élections législatives.
ce qui lui permet de mettre en œuvre le programme pour lequel il est élu. Grand critique de la République gaulienne, dans son essai « Le coup d'État permanent », il ne mène aucune réforme de constitution et des institutions. Petit 3, la première cohabitation. En 1986, au bout de 5 ans de mandat de député élu en 1981, une nouvelle assemblée est élue, mais où la droite est majoritaire. Une toute nouvelle situation voit le jour. Un président de gauche doit partager le pouvoir avec un Premier ministre de droite. C'est la cohabitation. François Mitterrand nomme donc Jacques Chirac Premier ministre le 8 avril 1986. Les deux hommes ont des difficultés pour s'entendre, mais réussissent à mettre en place des règles non écrites de vie en commun afin de préserver au mieux les institutions et la Constitution. La vie politique peut continuer. Et depuis 1986, quelles sont les évolutions des institutions ? En 1995, François Mitterrand, malade et fatigué après 14 ans de mandat, ne se présente pas au terme d'une campagne électorale sans précédent. Jacques Chirac est élu président de la République face à Lionel Jospin, son adversaire de gauche. En 1997, Jacques Chirac, en difficulté, décide de dissoudre l'Assemblée nationale. La gauche gagne les élections législatives suivantes. C'est la troisième cohabitation. Lionel Jospin devient Premier ministre. Durant une cohabitation, le chef de l'exécutif n'est plus le président, mais le Premier ministre. On retourne alors à une situation de la Troisième et de la Quatrième République avec un chef d'État sans pouvoir. La politique extérieure demeure le ressort du président, alors que la politique intérieure est du ressort du Premier ministre. Beaucoup de commentateurs de la vie politique française, se référant à De Gaulle et à sa vision pour la France, estiment que la cohabitation est anormale et qu'elle bloque le pays. En 2002, droite et gauche se mettent d'accord sur un référendum qui vient raccourcir la durée du mandat présidentiel à 5 ans. Cette réforme a des conséquences importantes sur la vie politique. En effet, les partis au pouvoir se mettent d'accord pour inverser le calendrier électoral. Les élections législatives ont désormais lieu après l'élection présidentielle. Les Français sont donc appelés à choisir un président pour ensuite lui donner les armes pour gouverner. Le Parlement perd alors son rôle central au cœur des institutions. Pour conclure, à la suite de la guerre d'Algérie, les institutions de la 4e République explosent et sont remplacées par un nouveau régime, la 5e République. Cette nouvelle constitution donne une place centrale au président de la République, chef de l'exécutif au pouvoir étendu qui peut compter sur une assemblée nationale stable et attachée aux partis politiques. Pouvoir du président renforcé par son élection à partir de 1962 au suffrage universel direct. En connaissant l'alternance et la cohabitation, la 5e République a montré sa maturité et ses capacités d'adaptation, ce qui en fait le régime républicain le plus long qu'ait connu la France.